Voilà, à quoi ça sert encore un dev Faut aujourd'hui. comprendre un truc, c'est que développeur, ça veut rien dire pour moi. Développeur, c'est pas un métier. Développeur, c'est une compétence complémentaire. Est-ce que aujourd'hui le fait que les LLM puissent faire tout ne va pas détériorer la qualité des développeurs? Ça ne va pas remplacer, ça va accélérer. Je le dis souvent comme ça, j'aime bien ces comparaisons, mais nous, on avait une scie, vous avez une tronçonneuse, quoi. À la fin, l'objectif, ça reste le même. Parce qu'aujourd'hui, en fait, là, en un an, on a une révolution sur l'IA. Voilà. En un an, ça fait x2, x3. Donc il faut aussi s'adapter là-dessus. C'est-à-dire que l'arrivée de l'IA va vous offrir une opportunité encore plus importante. C'est vous allez maîtriser un truc que la majorité des gens ont peur d'utiliser. C'est quoi votre vision dans, disons, 5 ans? Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est que on a un coach personnel dans la poche. On va personnaliser les parcours, personnaliser l'apprentissage. L'IA va être un outil incroyable pour faire ça. La moyenne du temps de formation par an dans une entreprise, je crois que c'est 18 heures. C'est rien. C'est que dalle. Vous, à l'école, c'est 800. Et quelqu'un qui sort d'une école, je ne considère pas que c'est un junior. Parce que quand tu rentres dans une école, tu vas faire 5 ans à travailler sur des projets. Moi, tu as 5 ans d'expérience. Voilà. Ça fait 5 ans que tu collabores avec des gens. Ça fait 5 ans que tu travailles sur des projets. Il y a 4500 postes ouverts pour faire du Java, les gars. Java. Vous avez vu du Java dans une seule école en France? Non. C'est 50% des jobs de développeurs, c'est pour faire du Java. Donc, vous voulez un job demain, faites du Java. Est-ce qu'on fait pour autant du Java dans les écoles? Bah non, c'est pas sexy. La santé. La personne qui a gagné le dernier hackathon chez Mistral, c'est un médecin. Pourquoi? Parce que en fait, il va y avoir des progrès colossaux dans la santé grâce à la technologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la compétence de base qui est obligatoire. Mais il manque encore des gens, dans les entreprises. Il y a encore 80 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. C'est qu'il y a des besoins, il ne faut pas avoir peur de se planter. On ne se plante pas vraiment, en fait, on apprend des trucs. La curiosité, l'habitude, pour moi, c'est... Alors, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Open Source Show. Aujourd'hui, on reçoit avec nous Alexandre Sidouagne, directeur d'éthique, mais par ailleurs entrepreneur et ancien étudiant de cette école. On va aborder plusieurs thématiques, notamment l'avenir du digital aujourd'hui et plein d'autres choses. Alors, bonsoir Alexandre, Bonsoir. comment allez-vous? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur d'éthique, mais ancien étudiant également. Je pense que normalement, cette émission, il devrait être le premier, parce que voilà, là, le studio, il se trouve dans les locaux de l'école, qui est une initiative qui a été longuement et solidement soutenue par vous, qui a été mise en place. Donc, quelque part, on vous dit merci. Et j'aimerais qu'on parle de vous, de votre parcours. Ouais, avec plaisir. Dites-moi tout ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce que nos invités doivent savoir, du coup, sur vous? Déjà, tu l'as dit, la première chose, c'est que j'ai fait éthique. J'ai fait éthique de 2008 à 2011. Donc dans une époque, effectivement qui est déjà lointaine, ça fait 15 ans. Ensuite, j'ai eu la chance moi, à éthique de pouvoir entreprendre. En 5e année du programme grande école, j'ai pu créer, une structure OK. qui s'appelait, myPoseo. Donc c'est un outil qui permettait d'analyser le référencement des sites web. Donc c'était du software as a service, hein, du SaaS comme on dit aujourd'hui, comme on disait déjà à l'époque. Et voilà, cette 5e année, elle a été déterminante pour moi puisque je me suis associé avec des éthiciens. Voilà, avec qui on a poursuivi l'aventure. On était 4 à la base, il en restait plus que 2 en 2012. OK. Donc Thomas, qui était mon associé et puis de là, j'ai lancé ma carrière d'entrepreneur, voilà donc cette entreprise s'appelait myPoseo, qui a compté jusqu'à, quasiment presque une vingtaine de personnes Wow. et qui a été rachetée en 2017 par un gros acteur, que tout le monde connaît, mais plutôt pour l'influence et pour, ses sites, qui est Webedia. Voilà et donc ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer Webedia, pendant 3 ans en tant que directeur général associé. J'étais associé dans la structure, avec, plein d'autres startups dans un écosystème très sympa, dans lequel on avait, une entreprise donc on avait, on va dire un grand, service qui s'appelait Webedia Web Services. Donc vous connaissez souvent, les sites, que peut avoir Webedia, Allociné, Oui. tout ce qui est la food, 750 grammes. Vous connaissez beaucoup les influenceurs, voilà, il y avait, McFly et Carlito, il y avait,
Squeezie à l'époque, il y avait pas mal d'activités d'influence. Il y avait des activités qu'on peut appeler publishing, c'est-à-dire en gros on a un site internet et puis on va vendre de l'audience. Et puis on avait, cette entité qui s'appelait Webedia Brand Services qui était des services, pour les marques. Et donc on travaillait avec des grandes marques qui venaient soit faire, des sites web, avec, beaucoup d'actualités, beaucoup de contenu chaud. Donc on travaillait pour L'Oréal, on travaillait pour la BNP, on travaillait pour plein de gros acteurs. Et donc nous, on était, spécialisés sur le monitoring des performances, de ces sites, la création de contenu pour le SEO, et le suivi en fait, de l'évolution des performances. L'enjeu c'était, ramener du trafic sur les sites, des marques et D'accord. faire connaître les marques. Voilà. Et d'accord, on va parler du contexte, l'écosystème, du temps où vous avez du coup lancé, myPoseo. Mais avant ça, on va revenir un peu, avant, votre période à éthique. Comment est-ce que c'était? Comment vous avez vécu? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment c'était, comment ça se passait en gros? Bah, le retour sur éthique, moi, c'est j'ai il y a on a cette phrase qui est beaucoup, dite par, beaucoup d'alumni, c'est que moi, éthique, ça a changé clairement ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi et qui est né en province, j'habitais à Laval. J'ai fait mes études supérieures, j'ai fait 2 ans dans un DUT qui s'appelle, services et réseaux de communication. Et puis, à la fin de ces 2 années, post-bac, on m'a dit: «Faut que tu ailles travailler». Et moi, j'ai dit: «Mais en fait, je sais rien faire, je vais pas arrêter mes études, donc je vais faire une grande école et j'ai envie de monter à Paris, j'ai envie de faire un truc, un peu ambitieux». Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de choix qu'aujourd'hui, sur le périmètre de ce qu'il peut y avoir comme école. Et éthique s'est avéré être, le choix numéro un pour moi, loin devant les autres, du fait de l'ADN de l'école qui était très familial et qui était très par la pratique. Voilà, ça, c'était extrêmement important pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses. Ouais, J'avais besoin de construire et c'est ce que j'ai trouvé ici. Donc j'ai fait troisième, quatrième, cinquième année ici. Ce qui m'a marqué, c'est ça, c'était, la pédagogie par la pratique, travailler avec des vraies entreprises sur des projets concrets, collaborer en équipe avec des gens de manière un peu aléatoire dans ma classe. Voilà, dans une année, on faisait, entre 7 et 10 projets et on travaillait jamais avec les mêmes personnes. Ça nous apprenait, à travailler avec différents types de ouais. personnalités. Parce qu'on dit souvent, on peut choisir son entreprise, mais pas ses collègues. Donc, Et ça, c'est un bon modèle parce qu'en fait, ça permet de devoir s'adapter. Alors oui, il y a quand tu travailles avec, les top guns de la promo, c'est génial. Puis quand tu travailles avec, voilà, ceux qui sont en retard ou qui sont un peu moins motivés, c'est toujours, plus complexe et ça apprend la résilience et ça apprend à manager. Donc c'est un modèle qu'on a essayé de reproduire depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire remettre encore, voilà, de l'aléatoire, des projets et cetera. Donc voilà, concrètement, moi, éthique, ça a été des années, formidables, hyper intensives. Beaucoup de travail, beaucoup de belles rencontres, de gens avec qui je suis encore, voilà, très proche aujourd'hui. C'est ce qui a créé mon réseau initial et c'est ce qui m'a permis, derrière, beaucoup de faire du business, de continuer à évoluer aussi dans les métiers de la tech. Et ça a forgé vraiment ma capacité à gérer des projets, plusieurs projets de front, voilà, avec des projets techniques. ouais. Et c'est vraiment ça que j'ai appris ici. J'ai appris certes des technologies, des logiciels, des choses, mais c'était des logiciels il y a 15 ans, quoi. Oui, Là, aujourd'hui, ce que j'ai gardé, c'est la gestion des projets, quoi, gérer un projet. mais c'est vrai que c'est un aspect, au-delà de l'aspect technique, qui est très important pour, je vais le dire, pour un informaticien de façon globale, savoir gérer encore plus aujourd'hui que voilà le travail manuel de ce qui normalement est un développeur il y a 15 ans, qui était d'écrire du code en train d'évoluer. Ça, on va en parler plus tard. Mais à cette époque où vous lancez du coup votre première entreprise, l'écosystème, il est pas pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on il y a, l'informatique, elle est bien installée. L'idée de voilà, créer des startups, monter des projets dans la tech. Mais vous, comment ça vous vient, surtout sur un segment qui n'est pas, je vais dire, ultra commun comme gestion de ceci, cela, mais là, on parle vraiment de référencement. À quel moment vous vous dites: «Je vais aller là-dedans», c'est quelque chose de pertinent? C'est très opportuniste à l'époque. On sait il y a une envie de création des entreprises. Donc on s'associe, on a envie de développer des choses entre nous. On est passé par plein d'étapes. On a été un peu une agence web à un moment. Après, on était une agence plutôt de SEO. Puis en fait, on est venu après la création d'un logiciel. On est à une époque où on peut, commencer à utiliser des softwares, dans le navigateur. Paraît évident aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, ça ne l'était pas. C'était soit un software sur ta machine, soit un site web.
et en fait, ça n'existait pas d'utiliser le navigateur comme un logiciel, comme un outil, en fait. Aujourd'hui, c'est commun. Il y a plein de software, quand tu utilises, HubSpot ou autre, Ouais, les SaaS aujourd'hui sont voilà. dans le navigateur. On n'installe quasiment plus, de SaaS, Ouais. sur son PC. Mais voilà, faut se dire qu'il y a 15 ans, on arrive dans une étape où, ça y est, tu peux, tu internet, ça va suffisamment vite pour pouvoir avoir un truc qui est réactif, où tu as pas de temps de chargement qui sont hyper longs, et ça change la donne, et nous, en fait, c'est ce qui fait que myPoseo est très vite utilisé. C'est que en gros, on est un des seuls softwares qui est utilisable online, parce que nous, on a toute l'expertise de la construction de sites web et d'applicatifs web, et en gros, on commence à créer du software as a service, mais dans le navigateur. Donc encore une fois, aujourd'hui, 15 ans après, ça paraît délirant, mais c'était vraiment ce qui a changé la donne. Et après, sur le secteur d'activité, en fait, c'est un cumul de plein de choses un peu, voilà, on avait, j'ai fait un premier stage, et j'ai travaillé sur le référencement d'un site web. Mes collègues, ils avaient bossé aussi dans ces sujets-là. Il y avait un dev, dans notre promo, qui avait monté un script justement pour pouvoir aller analyser le référencement, et en mélangeant tout ça, en fait, on s'est dit: «Oh, il y a un business là-dessus, on y va». Et quand on a eu l'idée ensuite, on a été la soumettre à nos intervenants, et c'est ça qui a vraiment changé la donne. C'est que les intervenants qu'on avait à l'époque, on a été les voir en leur disant: «Voilà, on a un projet, on veut monter une boîte, on veut monter un outil, c'est quoi vos recos?» Et on a eu 3-4 recommandations qui étaient ultra pertinentes de nos intervenants. Je me souviendrai toujours un intervenant qui nous a dit: «Si vous faites un outil SEO, il faut intégrer les données de Google Analytics. Il y a une API, vous prenez les données, vous les mettez dans votre dashboard, et comme ça, vous avez un truc sensationnel». Fait: «OK», on a été regarder, on a pris les données de l'API de Google Analytics, et on a intégré les données dans notre dashboard, et on était le premier outil à intégrer Google Analytics. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à l'époque, c'était fou par rapport à ce moment-là. C'est internet, c'est pas comme aujourd'hui où il y a tout, il y a déjà tout. Enfin, l'idée, moi, par exemple, moi, ça ne me surprend pas de dire: «OK, je vais faire ça», mais je pense qu'à l'époque, ça devait être quelque chose, de Ouais, c'était la tendance, on va dire, que créer créer une start-up dans la tech, c'était un peu plus souvent du software. Encore une fois, c'était du logiciel. Voilà. Les gens qui réussissaient et qui vendaient, des millions de software, c'était des antivirus. C'était, des logiciels, voilà, de type Excel, Microsoft, et cetera. C'était toujours des suites logicielles. Donc voilà, le SaaS s'est déployé et développé vraiment à cette époque-là, et nous, on a surfé sur cette tendance-là. Et après, sur un marché français, où il y avait assez peu d'acteurs finalement, et où oui, c'était pas le même système, il y avait moins de startups, il y avait moins de financement des startups. On a beaucoup plus galéré pour financer, pour lever des fonds, pour avoir des aides, et cetera. Ça commençait à se structurer, mais c'était pas encore quelque chose qui était très développé. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de processus qui permettent de lever des fonds, faire des prêts, et cetera, d'innovation, donc c'est quand même beaucoup plus développé. et du coup, en parlant de ces débuts, comment ça se passe au début quand vous montez, du coup, la startup d'un aspect business? Heu, comment vous faites pour, trouver les premiers financements déjà, structurer, votre boîte? Comment ça se passe? C'est quoi les difficultés que vous rencontrez et comment est-ce que vous les résolvez à ce moment-là? Bah, initialement, ce qui était intéressant, c'est qu'on je crois on était très naïfs et on s'est pas posé de questions. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «On va développer un outil, puis quand il faudra avoir un compte bancaire, on ira monter une SARL, et quand, on pourra, prendre le premier paiement, on ira acheter un système de paiement». Tu vois? Je pense que ça, c'est un truc qui est super important, c'est que c'est un truc que j'essaie aussi de transmettre là dans l'ADN aux étudiants, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, allez-y quoi. Aujourd'hui, en plus, vous, c'est 4 clics pour déployer un système de paiement, c'est 3 clics pour un nom de domaine, enfin j'exagère à peine, mais nous à l'époque, c'était déjà beaucoup plus complexe. Pour autant, on s'était pas dit: «Ah, on va créer d'abord une boîte et vérifier». Non, on s'était dit: «On y va», et je me souviendrai toujours on lance la boîte, bah, on fait, je pense le 1er avril 2010, donc c'était à 16 ans tout pile là, quasiment, et en fait, au moment où on lance la boîte, on va à la banque et on lui dit: «Bah, voilà, on voudrait ouvrir un compte bancaire pour prendre des paiements, quoi». Et le banquier à Montreuil, il nous dit: «C'est quoi votre boîte et tout? Je comprends pas», on lui dit: «Bah, c'est une start-up, technologie, et cetera», et il nous dit: «Ah mais moi j'ai pas l'habitude, d'habitude je fais des prêts pour des gens qui veulent monter des restaurants ou des Ouais. magasins de vêtements», et donc il a dit: «Bon OK, je vous ouvre un compte, mais voilà». Et en fait, à la fin de l'année, je crois qu'on fait 20 000 € de chiffre d'affaires la première année. Donc c'était même pas une année complète, c'était 8 mois. Ouais. On fait 20 000 € de chiffre d'affaires, et le banquier il nous appelle, il dit: «Dis donc ça marche bien l'internet,
il y a 20 000 € sur votre compte, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc voilà, c'était je pense la leçon de ce truc-là, c'est toujours été, ouais, on a foncé, en fait, au départ. On a créé notre produit, on l'a lancé et en fait, il a été derrière, on a suivi d'étape en étape, on a commencé à le vendre et la première année, on fait 20 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième année, on fait 150 000 €. quand même. Ouais et en fait, on s'y attendait pas vraiment. C'est-à-dire que notre outil a commencé à être utilisé. On l'a distribué à tous les consultants SEO qui existaient sur la place, de Paris. Ils l'ont tous testé et à l'époque, ils faisaient des reviews sur leur blog et voilà, il y avait beaucoup moins les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus des blogs et on utilisait beaucoup Twitter et en gros, grâce à ça, on a réussi à avoir une review dans chacun des blogs OK, donc ça se passait de comment? tous les Vous alliez influenceurs, vers quoi. eux, Ouais, on allait vers eux, on leur disait: «Voilà, on a lancé un nouvel outil, est-ce que tu peux le tester et faire une review sur ton blog?» Comme il y avait pas 50 000 outils qui sortaient par jour, bah, en fait, ils prenaient le temps de le tester. Les reviews, elles étaient plutôt positives au départ. On a eu beaucoup, beaucoup de retours très positifs. L'interface est sympa, ça va vite, c'est beau, ça change des logiciels, j'ai tout dans mon navigateur, j'ai pas besoin de le lancer, c'est automatique. Ça aussi, c'était une vraie différence, c'est qu'avant, tu devais lancer ton ordinateur, lancer ton software, Mmh. tu devais lancer la collecte de la visibilité de ton site et t'attendais pendant que tu prenais ton café. Nous, notre promesse, c'était, bah, on le fait la nuit et quand tu te lèves le matin à 8 heures, tu peux regarder comment ton site, il est positionné dans Google sans avoir rien à faire. Et ça, pour eux, c'était magique. Tout se faisait, online et puis tu récupérais ça dans ton navigateur. Voilà, c'est des petits détails de trucs évidemment, maintenant, ça paraît juste évident. Mais encore une fois, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est super important, c'était intégré dans son temps. Et aujourd'hui, faut arrêter de se prendre la tête, trop longtemps. Vous avez l'IA, vous avez la possibilité de développer un produit, bah, faut le lancer, faut le mettre sur Product Hunt, faut regarder ce qui se passe et puis ensuite on verra. 1, 2, 3, 7, 10, 25 clients. Et c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est de commencer à signer des clients et de se poser la question après comment on va les gérer, quoi. OK. Et ça, c'est vraiment très pertinent comme conseil, ce qu'on dit toujours. On aime bien planifier, voilà, s'asseoir, faire des plans sur la comète comme vous l'avez dit et je pense que c'est un facteur qui est assez limitant et qui est très commun aux devs. Par exemple, moi, des fois, je travaille sur des projets et arrivé au moment où il faut le délivrer, tu te dis: «Bon, est-ce qu'il est pas parfait et cetera? Est-ce que voilà, je peux encore ajouter ci, ça?» Et plein d'amis ou plein de gens du domaine, on a un peu le même sentiment, de se dire: «Bon, est-ce que ça va vraiment marcher?» Et ta vision donc c'est de dire: «OK, on y va, on se jette à l'eau». En fait, quand vous avez fait votre produit, vous avez l'impression d'avoir déjà, fait un truc énorme mais en fait, vous avez fait 10 du job. Parce que des produits comme ça, dans les GitHub de tous les devs du monde, il y en a des centaines. La difficulté, c'est pas, développer un produit et encore moins maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu vas passer beaucoup moins de temps à développer le produit puisque l'IA, elle va t'accompagner, ça va aller plus vite, quoi. Donc en fait, le vrai enjeu, c'est d'aller trouver un problème chez les clients et ensuite le faire adopter ton produit. Voilà, il y a encore plein de problèmes qui sont pas résolus, hein. Il y a encore plein d'outils qui sont foireux. Il y a encore plein d'opportunités de business, mais il y a plein de projets qui sortent pas. Et la vraie difficulté, c'est que 90 du job, c'est d'aller chercher tes clients, d'aller chercher des users, de continuer à itérer sur le produit, de trouver les bonnes fonctionnalités, créer une communauté et cetera. Vendre le produit aussi. En fait, ça, c'est 90 du job. Et moi, quand j'ai fait éthique, on avait tendance à penser que 90 du job, c'était faire le produit. Alors, à l'époque, c'était beaucoup plus dur de faire un produit, évidemment, parce qu'il fallait coder, il fallait dev, il fallait faire les liaisons avec les bases de données. Il y avait tellement de setup et de choses à faire. Pour autant, on a toujours eu un peu cette vision de: «Il faut faire le produit, c'est super important» et ça manquait un petit peu de l'ADN business. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'essaie de remettre un peu plus dans les formations. C'est de bien expliquer que c'est génial, vous êtes des développeurs, mais en fait, votre job, c'est plus d'être développeur. Vous savez parler ce langage-là, vous savez construire un produit. Maintenant, votre job, c'est d'aller parler au client pour comprendre ce qu'il veut. Et il faut sortir surtout de cette problématique qui est, grâce à l'IA, grâce au no-code, grâce au vibe coding, vous pouvez faire 12 features. C'est génial, mais le client, s'il a besoin que d'un truc, ça sert à rien d'en faire 12. Donc, MVP, voilà, minimum viable product, c'est un produit qui répond à un besoin, à un client, à un moment dans un écosystème. Quand tu as répondu à ça, beh, tu vas avoir un premier client, un deuxième client, un troisième client et ensuite, il va y avoir plein de clients qui vont arriver en disant: «C'est génial, il me manque cette features-là». Si tu as 90 de ta base de clients qui la veut, bah, tu vas la développer, tu vas itérer et cetera. Voilà, mais les belles histoires, elles commencent toujours par un MVP, quoi. Un premier produit qui est acheté une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois et après qui va se développer. La suite Microsoft, elle est pas née comme ça d'un coup, avec tous les features dedans.
ils ont itéré et ils ont ajouté des fonctionnalités au fur et à mesure en rachetant des produits et cetera. Donc ça, je trouve ça vachement important. Yes. Et en parlant de belles histoires, donc comment ça se passe la transition de vous, entrepreneur, à revenir à éthique en tant que directeur? Parce qu'être directeur, d'une entreprise encore, voilà, je sais personnellement, je ne sais pas, mais je pense être directeur d'une école, c'est vrai que c'est une entreprise également, mais je pense qu'il y a d'autres dimensions, d'autres éléments qui rentrent en jeu. Comment ça se passe cette transition? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça vous est venu naturellement? Également, quelles sont les compétences que vous avez dû aller chercher? Parce que je pense que vous avez certainement dû aller en chercher et cultiver au fur et à mesure. Comment ça se passe vraiment ce passage-là? Ouais. Bah, le effectivement, tu l'as dit, la première chose, c'est la même chose pour moi, c'est gérer une entreprise. Donc c'est gérer des salariés, gérer des équipes, voilà, il y a une trentaine de salariés dans une école. Donc ça veut dire, organiser les équipes, savoir qui fait quoi, pour quand et cetera, comprendre. La vraie différence, c'est, le secteur d'activité, donc travailler dans la tech, dans le marketing, ou travailler dans l'éducation. Bah, il y a pas les mêmes cycles. Les cycles, ils sont beaucoup plus longs dans l'éducation. Une formation, ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus long-termiste. Là où, quand tu travailles sur un produit, certes, tu as une roadmap à 5 ans, mais en fait, d'expérience, jamais tu délivres, les Ouais. fonctionnalités que tu avais prévues il y a 5 ans. Donc ça, c'est un peu la différence, je pense, c'est le timing. C'est être directeur d'une école, ça veut dire penser long terme pour les étudiants, les étudiantes, et tout en s'adaptant aux évolutions du marché. Parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, là, en un an, on a une révolution sur l'IA. Incroyable. Voilà, en un an, ça fait fois 2 fois 3. Donc il faut aussi s'adapter là-dessus. Heu et ça, c'était un peu ma grosse difficulté, ça a été de croire que, avant, quand on voulait changer la roadmap produit, bah, en fait, en interne, on prenait une décision, on changeait la roadmap produit, puis on avançait. Là, aujourd'hui, quand je dis, «Bon, bah, en fait, on va changer, les cours sur ci, sur ça», mais en fait, non, on peut pas, on est bloqué. Il y a un planning à l'année, il est là, il est contractualisé aussi quand on fait de l'alternance. Il y a des choses qui sont importantes et qu'on doit maintenir. Donc il y a une certaine frustration, des fois, de ma part, de me dire: «J'aimerais changer le truc tout de Ouais. suite. Bon, tant pis, on changera plus tard, on changera l'année prochaine». Ce qui est pas facile non plus à expliquer à des étudiants, parce qu'on sait que mais moi-même, j'étais exigeant, voilà, dans le programme, dans ce qu'on doit faire. Donc je pense que c'est ça principalement les différences, c'était, s'adapter à un secteur d'activité l'éducation qui est «plus lent» entre guillemets en termes de développement. Et puis, voilà, après les aspects toujours un peu réglementaires, administratifs, mais ça, c'est quelque chose qui est facile on va dire, adopter au fur et à mesure. C'est comment on gère un établissement qui reçoit du public, Ouais. comment on gère, voilà, le rectorat, comment on gère, les organes de certification comme Calliope qui permettent d'avoir, un certificat avec une vérification d'un grand nombre de critères. Ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément, quand on parle d'un centre de formation, voilà, ou un centre d'apprentissage. On est un OK. CFA. On a beaucoup de contraintes, on a beaucoup d'obligations légales. Voilà, c'est un peu les différences qu'il peut y avoir, entre ce que j'ai vécu par ailleurs avant et ce que je vis aujourd'hui en tant que directeur d'un centre de formation. Yes. Et du coup, en venir à la question de l'environnement. Aujourd'hui, vous en avez parlé, les choses ont énormément changé. En 2 ans, on a connu un bond énorme avec plein d'outils qui sont sortis je vais dire, d'un chapeau de magicien ou voilà et ça change énormément de choses dans l'environnement d'un développeur et vous qui êtes dans la formation du coup de cette personne-là, comment est-ce que vous percevez vous, du coup ces changements et comment vous vous adaptez par rapport à ça? Ouais. Il y a une chose qui pour moi est très importante, c'est tout ce qu'on est en train de vivre n'est qu'une, accélération des capacités techniques ou technologiques auxquelles vous avez accès, quoi, auxquelles on a accès, parce qu'on a tous accès. Hem, le problème de base a pas changé. Ce que j'ai dit tout à l'heure est toujours vrai, c'est-à-dire, il y a un problème quelque part, avec une cible en particulier, avec un écosystème en particulier pour cette cible et il y a une réponse à apporter. Voilà. Donc, tu prends, il y a plein de cibles différentes, hein, les gens qui ont 65 ans, les gens qui ont, 18 ans, les gens qui ont 34 ans, les gens qui habitent dans une ville en particulier, les gens qui parlent un certain langage, les gens qui sont technophiles, les gens qui ne le sont pas. Tout ça, c'est des cibles. C'est soit des particuliers, soit des professionnels. Ils ont des problèmes au quotidien, pour faire quelque chose avec la technologie et le job des gens, qui sortent d'une école comme Ethics, c'est de leur proposer des services ou de leur proposer des outils. Ça, en fait, ça a pas changé.
Ben, ça a pas changé, il y a 15 ans, c'était pareil. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a 15 ans, pour déployer, une solution, il fallait 6 mois. Aujourd'hui, pour déployer une solution, il faut peut-être 6 jours. Donc en gros, je le dis souvent comme ça, j'aime bien ces comparaisons, mais nous, on avait une scie, vous, vous avez une tronçonneuse, quoi. À la fin, l'objectif, ça reste le même. Ouais. Voilà, c'est de construire une cabane ou c'est de faire un truc et donc il y a un truc qui est très important, c'est que si tu te lances dans la construction d'une cabane, il y a 15 ans, enfin, je prends l'exemple, mais il y a 15 ans, quand tu te lançais dans la construction d'un produit, tu pouvais pas te permettre de faire n'importe quoi et d'en rajouter. Tu choisissais pas 25 features, tu choisissais les 4 features qu'il faut bien, parce que la roadmap, elle prenait 6 mois. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. C'est-à-dire que vous, votre job, c'est plus de développer les 25 features, c'est de vous assurer que les 4 qui vont être développées, elles marchent bien, elles sont dans le bon écosystème, avec elles répondent bien aux clients. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et c'est un truc qui est assez saisissant, c'est que dorénavant, on demande aux étudiants d'en faire moins. Je sors d'une soutenance cet après-midi, j'ai donné encore exactement la même reco, c'est: «En fait, vous en avez trop fait. Vous avez vous avez été, voilà, chercher potentiellement dans un LLM, tout ce qu'il fallait faire. Vous avez fait, 70 slides pour une présentation de 30 minutes. Vous avez parlé plus vite parce que vous vouliez absolument qu'on délivre tout, tout, tout. Du coup, on n'a rien compris et puis à la fin, en fait, vous avez en plus pas répondu au problème. C'est-à-dire que le client, il a un problème et vous nous avez donné 12 solutions alors qu'en fait, il suffisait d'une solution. Donc quand on a dit ça, je crois qu'on a tout dit. C'est-à-dire qu'avant, nous, on passait 15 du temps à définir le produit et 85 en fait du temps à le développer et puis on itérait. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut passer et on devrait passer 90 du temps à s'assurer que le produit, il va être parfait et ensuite à le déployer et ensuite, bien évidemment, à itérer. Donc, moi, je vais répondre à une question que tu as posée au tout début, c'est à quoi ça sert d'être un dev, en 2026 et Ouais. cetera? Ben, en fait, tu as une connaissance fine de comment tu vas déployer et quels outils tu vas choisir et ça, c'est quelque chose que 95 de la population sait pas faire, n'est pas capable de faire. C'est pas parce que c'est accessible de faire du code avec Claude Code que tout le monde va le faire. Ben ouais, on le dit aujourd'hui, avec, Lovable, Claude, et cetera. Claude encore, c'est un peu technique, mais des outils comme Lovable encore ou V0 par exemple, vous pouvez faire un site, je sais pas, en 25 minutes. Après on se demande, voilà, à quoi ça sert encore un dev aujourd'hui. Vous répondez quoi à ça? Bah, sur ce truc de faire un site web, effectivement, il y a 15 ans, il fallait, installer ton serveur, mettre des DNS, déployer, ton zip, pour, avoir ton WordPress, le setuper avec ta base de données et cetera. Tout ça, ça paraît délirant, voilà, en gros, c'est mais et là, avec Lovable, tu lui dis: «Fais-moi un site internet» et il va te faire la base de données, le truc et tout. OK, très bien. Mais tu vois, à quel problème ça a répondu? Certes, dorénavant, un entrepreneur qui est un peu débrouillard, il va aller sur Lovable, il va se payer un abonnement, il va te déployer son site internet en 3 minutes et il a un super site internet et ça répond à son besoin. Fine, super. Heu, Spoiler alert, il y a déjà 15 ans, toutes les entreprises avaient un site web. Donc la seule différence, c'est qu'effectivement, ça coûte moins cher. Pour autant, le besoin, il est toujours là, tu vois? C'est-à-dire, on a toujours besoin de quelqu'un qui va faire un site web. On a toujours besoin d'être capable de lui expliquer à la machine, avec un prompt, bah, voilà, je voudrais des pages, je voudrais des liens et cetera. Il y a quand même un langage de conversation dans le prompt que tu dois maîtriser. Donc quelqu'un qui sait pas et de toute façon, ça, tu le vois quand tu vas voir un client, c'est qu'un client, quand il te dit: «Ah mais là, je voudrais un truc en haut pour, un menu ou un truc comme ça», OK, c'est le vocabulaire. Il sait pas que ça s'appelle une navigation, par exemple, il sait pas forcément. Donc il y a déjà une question de vocabulaire. C'est-à-dire que si demain on vous laissait la possibilité de construire une voiture, je crois pas que vous soyez capable de dire: «Ouais, alors il faut un moteur, des roues, un volant». Ouais, super. Mais si tu vas voir un garagiste, il va t'expliquer que non, ça marche pas comme ça. Je dis: «Ouais, des gens de culasse, nanani nanana», tout ça. Bah, c'est la même chose avec un dev. Voilà. Quand tu dis une personne: «Bah, là, il va te mettre en place une base de données», le gars va te dire: «Une base de quoi?» Tu vois? C'est con, mais c'est la réalité. C'est que si tu demandes à n'importe qui, dans la rue, tu demandes à tes parents, tu demandes à tes frères et sœurs qui sont dans des secteurs d'activité probablement qui ont rien à voir, une base de données, ils vont vaguement comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Pour autant, mes parents, ils sont capables d'utiliser Lovable et de dire: «Ah, c'est génial! Ah, j'utilise ChatGPT, il me répond, il fait des photos», tu vois? Donc il faut bien comprendre un truc, c'est que développeur, ça veut rien dire pour moi. Développeur, c'est pas un métier. Développeur, c'est une compétence complémentaire, c'est que tu vas concevoir et développer. OK? Concevoir, c'est poser des questions au client, comprendre de quoi il a besoin, comprendre son écosystème.
développer, c'est mettre en place la solution qui va être la bonne. Donc aujourd'hui, il y a plein de solutions faciles. Pour autant, les nouvelles solutions, les nouveaux outils dans les entreprises, c'est GitHub. Ben, il y a plein de devs dans cette pièce, vous savez tous utiliser GitHub à Ethic. Allez voir une école de commerce et demandez-lui s'il sait utiliser GitHub. Allez voir quelqu'un dans une école de commerce, dites: «Tu sais utiliser GitHub? Est-ce que tu sais déjà ce que c'est? Est-ce que tu sais à quoi ça sert?» Non. Heu, Mettre en place un modèle de LLM, donc aller sur, un outil comme Hugging Face, aller chercher son propre modèle, l'installer, à charger des données à l'intérieur, voir ce que ça en extrait et cetera, faire un peu de machine learning ou même juste de l'affichage de données. Voilà. Ça, c'est des compétences. Demain, hier, on vous demandait d'utiliser Excel. Voilà. Faut faire de l'Excel, faut faire un tableau croisé dynamique, faut savoir, charger des feuilles entre elles, charger des sources de données, faire des scripts à l'intérieur d'Excel, faire des formules. J'espère que vous savez déjà faire ça. Et bah, demain, ça va se transformer parce qu'il y a plein d'API qui permettent de collecter des données. Les API, au moins, faut savoir Ouais, discuter avec une API. exactement. Voilà. Donc faut savoir, faire un minimum de code, savoir le sécuriser parce que si tes clés d'API, elles sont publiques et que tu les leaks, bah, tu vas avoir toutes tes données qui sortent de ton entreprise. Donc le nouveau langage des entreprises, dorénavant, c'est plus de faire de l'Excel. C'est tu combines des API, des outils un peu savants, du GitHub, une base de données, savoir faire un peu de Power BI, savoir faire de l'analyse de données et cetera et coder une application métier. C'est-à-dire coder une application métier, c'est: «Ah, on aimerait bien que tu nous aides parce qu'en fait, on a un problème avec les notes de frais et en fait, on voudrait charger les notes de frais dans la base de données, mais on sait pas comment faire». Je suis désolé, mais en fait, qui va faire ça à part un développeur, tu vois? Donc oui, il y a 1000 outils qui existent sur le marché. Tu peux tous aller les tester un par un. Tu comprends pas comment ça marche. Moi, je pense qu'un développeur demain, son métier, ça va être, encore une fois, de bien comprendre le besoin du client et de mettre en place le bon outil. Si le bon outil, c'est full, je code tout moi-même parce que en fait, c'est plus facile et c'est plus rapide, bah, faisons-le comme Ouais. ça. Si l'outil, c'est: «Bah, non, mais attendez, on va utiliser Lovable, c'est très bien, je vais m'occuper de prompter et puis je vais vous le déployer et je vais m'assurer qu'il est bien sécurisé». Ouais, ça fait sens, ça fait sens. Donc aujourd'hui, un dev doit avoir, un dev doit avoir cette position d'orchestrateur plutôt que de manœuvre, à avoir la tête je vais dire dans le clavier, mais ça pose peut-être, hein, pour, certains un problème. Est-ce que aujourd'hui le fait que les LLM puissent faire tout ne va pas détériorer la qualité des développeurs? Justement, moi, je pense que ça va améliorer et ça va nécessiter d'autant plus que vous existiez et que les développeurs existent. Pourquoi? Parce que encore une fois, lancer des centaines de produits pas sécurisés sur le marché, lancer des centaines d'applicatifs qui seront mal ou pas bien utilisés, ça crée des problématiques de sécurité et ça, c'est juste le point numéro un. C'est-à-dire que la base de à quoi ça sert tout ça, c'est généralement utiliser des données pour prendre des décisions. Voilà. C'est toujours comme ça, c'est tous les produits, tous les applicatifs, ils sont là pour ça. Donc ces données, elles sont extrêmement, importantes. C'est la valeur des entreprises. Si demain tu mets, toute ta base CRM dans un Lovable et qu'il y a une faille de sécurité, il y a un petit problème. Donc moi, je pense que, justement, comprendre les sous-jacents de qu'est-ce que Claude Code est en train de faire en termes de code, c'est juste une évidence, tu vois? Comprendre l'architecture, comprendre l'infrastructure, ça devient de plus en plus important pour être capable de dire: «Ah OK, on a utilisé tel outil, super, le code il a été généré». À un moment, peut-être qu'il va générer 25 000 lignes de code quand on avait besoin de 15. Voilà, parce que, il a été cherché à droite à gauche. Alors oui, ça va faire que s'améliorer évidemment, mais à un moment, on aura toujours besoin de quelqu'un capable de lire ce langage-là, quoi. Voilà. Ça, OK. tout ça, c'est vraiment super important et vraiment je persiste là-dessus, c'est que ça ne va pas remplacer, ça va accélérer. Il va y avoir une nécessité par contre des développeurs de développer un peu plus les skills sur la compréhension du client et la compréhension de l'écosystème, voilà. Là où avant c'était, «Ouah, je maîtrise React, on va utiliser React». Voilà. Non, dorénavant, c'est qu'est-ce qu'il a le client chez lui? Quel est son budget? Quelles sont les technologies, qu'il est prêt à se payer et qu'il peut se payer, pour répondre à son besoin? Je vais mettre en place, ce qu'il faut, avec soit des solutions payantes, soit des solutions open source pour arriver au résultat, quoi. Il y a quelque chose de très intéressant que vous disiez, c'est, heu, le métier peut-être le métier que vous aimeriez faire, je ne le dis pas peut-être exactement, n'existe pas encore. Qu'est-ce que ça signifie? Bah,
en fait, je dis ça, oui, effectivement, je dis ça souvent, je dis: «Le métier que vous allez faire dans 3 ans, il n'existe pas encore». Mais en fait, je prends mon parcours, moi, il y a 15 ans, mon premier stage, c'est chef de projet, non, mon vrai premier stage, c'est développeur web. Voilà, donc moi, j'ai commencé à utiliser Git, PHP, je fais du HTML, du CSS, du JS, je fais mes premiers sites web et cetera. Et moi, dans ma tête, je me dis: «C'est génial, je vais faire ça toute ma vie». Bah non, en fait. Donc c'est juste une évidence qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, toutes les compétences dont on a fait l'acquisition au cours de ses études, au cours de ses expériences professionnelles, vont servir à définir notre parcours professionnel. Moi, je vois les études plus comme un endroit où on doit justement cultiver la curiosité pour définir ce qu'on a envie de faire plus tard, mais aussi ce qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, c'est super important parce que mon premier stage, donc c'était développeur web. Mon deuxième stage, c'était dans une très grosse agence qui s'appelle Publicis et j'étais chef de projet technique. Et à la fin de ce stage, j'ai perdu 6 kilos. Je mets 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir. Je travaille dans la plus grosse boîte de Paris et quand je reviens ici à l'école, je dis la première chose que je dis à mes à mes potes, c'est: «C'était bien, je veux plus jamais faire ça». Voilà. Et ils m'ont dit: «Ah bon, pourquoi?» Je dis: «Bah, je suis payé 450 € net à la fin du mois et je suis facturé 450 € par jour pour travailler pour des clients». Ils disent: «Vous trouvez ça normal, vous?» Donc en fait, ça faisait partie de ce qui m'a motivé derrière à entreprendre. J'ai perdu ta question, de base, mais elle va me revenir. Ouais, non, en fait, c'était de savoir qu'est-ce que ça signifie de, créer son métier pour le futur? Ouais, et en fait, ce que je voulais dire là, c'est que tout ce qu'on va apprendre à l'école est là pour créer la curiosité, créer l'habitude. Voilà, la curiosité, l'habitude, c'est pour moi, c'est j'ai l'habitude d'avoir un problème qui m'arrive. Voilà, le prof, il vient ou l'intervenant, il vient ou l'entreprise vient avec un problème. Je vais avoir la mécanique intellectuelle pour dire: «OK, je pose des questions, je fais un petit cahier des charges, j'essaie de comprendre ce qu'on m'a demandé et ensuite j'y réponds d'une façon ou d'une autre». L'entreprise, c'est une succession de résolutions de problèmes. Voilà. Donc votre métier demain, c'est de résoudre des problèmes. Coder, designer, inventer, piloter, tout ce que vous voulez, de la façon, dont vous voulez, ce sera juste résoudre un problème. Donc il y a toujours quelqu'un qui va venir vous voir: «Ah Tony, on a un problème avec machin». OK, c'est quoi le problème? Pour qui? Pourquoi? Quelle est l'ampleur du problème? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est à faire tout de suite? Est-ce que c'est à faire demain? Ça, c'est quelque chose qu'on fera toujours. Les technos, elles vont évoluer, les besoins, ils vont évoluer, les problèmes, ils vont évoluer. Donc, je serais incapable de vous dire: «Ah ben, faire une formation où on apprend à faire du code, ça va vous amener à devenir développeur». Oui, d'une certaine manière, 80 ou peut-être 75 ou 60 des gens vont faire ça. Mais d'expérience, à Ethic pendant 15 ans, on avait, dans des promos grande école très généralistes, hein, donc on avait, des classes dans lesquelles on faisait tous les mêmes projets, hein, du dev, du design, du marketing, de la data et de la gestion de projet. Il y en avait 25 qui sortaient, c'était des devs, 25 qui sortaient qui faisaient du design, 25 qui faisaient du marketing et 25 qui faisaient de la gestion de projet. Je schématise. Pourtant, on avait tous la même formation. Aujourd'hui, encore une fois, des gens qui sortent d'un master, CTO ou d'un master marketing, bah, c'est fort possible qu'ils fassent le même métier, en fait. Tu vois? C'est, je vais gérer des produits, je vais gérer des problématiques clients et puis, au départ, c'est moi qui déploie les outils et puis dans 2 ans, j'en ai marre de déployer les outils. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la phase de gestion du client, la phase de conviction du client, de lui dire: «Bah, voilà, je connais les infrastructures techniques, voilà comment on va faire». Donc votre métier, il va faire que évoluer. Ce que je trouve intéressant, c'est les secteurs d'activité. C'est dans quel secteur d'activité vous allez travailler et ça, je le dis tout le temps. La première chose que cherchent, les entreprises, c'est une expérience, une expertise sectorielle. Vous voulez travailler dans la finance? Mettez-vous dans la finance. Vous voulez travailler dans la santé? Allez travailler sur des projets dans la santé. Vous voulez travailler dans la banque, dans le sport? C'est ça qu'il faut aller regarder parce que les problèmes sont différents et l'adoption des technologies est différente en fonction des secteurs d'activité. Donc en gros, on a les outils, mais c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire avec, si on a un marteau, une scie ou des clous, on peut faire, construire une maison dure ou faire des meubles et cetera. C'est exactement ça, en fait. C'est quand tu maîtrises de A à Z la conception d'un produit et j'aime bien cette histoire à chaque fois de dire les meubles, je trouve ça très visuel, tu vois? Mais dire tu avec du bois, des clous et un marteau, tu peux construire un meuble, tu peux aussi construire une maison. Tout est une question de plan, de budget et de planning. Exactement. Donc c'est ça votre job, en fait. Dorénavant, vous maîtrisez la techno et la chance et c'est ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, je trouve que c'est le discours est extrêmement pessimiste sur, les juniors, ils sont remplacés par l'IA. Mais en fait, pas du tout. Pas moi, je suis pas du tout d'accord avec ça.
Je le dis d'une manière, très pragmatique. Est-ce que c'est peut-être pas parce que vous êtes directeur justement Non, d'une mais école qui forme, c'est des les futurs juniors de demain? alors déjà, oui, je dois être positif évidemment. C'est une certitude, sinon je serais pas là de toute façon, je Oui. serais pas là. Mais je le fais pas par démagogie de me dire, «Oui, je suis obligé», tu vois? Je le fais parce que j'y crois vraiment. C'est-à-dire que moi pendant 15 ans, j'ai recruté des jeunes et je donne toujours cet exemple-là. Quand je recrutais des jeunes, évidemment, j'allais à Ethic et hop, je faisais des entretiens et je prenais des jeunes. Et il y a plein de stagiaires, plein d'alternants avec qui on a bossé à Ethic, qui nous ont apporté des choses dans la boîte qui étaient incroyables. Je cite toujours cet exemple. Quand Slack est sorti, heu, nous, on était à fond, tête dans le guidon, dans notre boîte, on bossait, on faisait presque plus de veille, on n'avait pas le temps. Et un étudiant qui se pointe en stage chez nous et il dit: «Ah, mais vous utilisez pas Slack?» On dit: «Ouais, ouais, si, si, non, non, ouais, ouais». Et on lui dit: «Bah, montre-nous». Et en fait, il nous montre Slack. Et là, je dis: «Mais c'est incroyable cet outil» et on le déploie dans l'entreprise tout de suite. Ouais. On l'a jamais lâché. On est resté, 12 ans sur Slack. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle features, on l'intégrait, les canaux, les plugs des API, les webhooks, tout était dans Slack. C'était notre tableau de bord, on parlait, on avait nos alertes pour nos serveurs et cetera, tout était dans Slack. Bah, c'est arrivé d'un stagiaire d'une école qui lui était là parce que, un, il avait des compétences, il faisait de la veille, il était curieux et quand il est arrivé, il nous a dit: «Bah, moi j'utilise ces outils-là, c'est les nouveaux outils à utiliser». OK? Et ça, c'est arrivé plein de fois. «Ah regardez, moi je suis dev, on utilise dorénavant tel outil parce qu'il est mieux que cela et tout». Alors moi, mon CTO était là, il me disait: «Ah ouais, mais non et» je disais: «Mais pourquoi tu veux pas changer? Regarde, le jeune là, il est en train de t'expliquer que c'est la nouvelle techno qui va sortir, il faut que tu passes sur Angular». «Ouais, mais il faut tout refaire». «Ouais, mais c'est comme ça», tu vois? Et en fait, pendant toute ma carrière, on a pris des décisions, qui étaient liées à encore une fois, des jeunes qui sortent de l'école ou qui sont dans l'école, qui nous amènent une expertise et une expérience qui est qu'ils connaissent, ils savent, ils sont curieux, ils ont fait de la veille, ils ont testé. Nous, les devs chez nous, ils ont pas le temps de tester, enfin, tu vois, ils avaient pas le temps de tester, 12 technos différentes. Vous, vous avez le temps, vous savez que ça à faire. Donc en fait, quand vous allez arriver en entreprise, vous allez être capable de dire: «Ouh là, il y a une dette technique là sur votre, infrastructure en Java. Ça tombe bien avec l'IA, on va être capable de refactoriser tous les problèmes. Je peux vous faire ça en 3 mois». Quand tu as une dette technique qui coûte des centaines de milliers d'euros et que tu as des boîtes aujourd'hui, il y a 4 500 postes ouverts pour faire du Java, les gars. Java. Vous avez vu du Java dans une seule école, en France? Non. C'est 50 des jobs de développeurs, c'est pour faire du Java. Donc vous voulez un job demain, faites du Java. Est-ce qu'on fait pour autant du Java dans les écoles? Bah non, c'est pas sexy. Personne va vous dire: «Venez à Ethic, on fait du Java». On va faire du React, Exactement. Sauf qu'en réalité, si vous étiez malin, vous feriez du Java, parce qu'il y a plein de postes et il y a plein de jobs pour trouver un CDI. Et pourquoi, à l'ère de l'IA, on est en train de parler de: «Ah, il y aura pas de juniors des entreprises, il y a plus de boulot pour les développeurs». Il y a 4 500 offres, sur le marché aujourd'hui pour faire du Java. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas évolué aussi vite que les technologies. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez peur en vous disant: «Oh mon Dieu, l'IA est en train de nous remplacer». Non, c'est faux. Il y a plein d'entreprises où la transformation numérique, elle n'est pas encore là. Et il suffit d'utiliser des outils pour vous en rendre compte. La dernière fois, je reçois un sondage d'un institut français hyper connu, et tu pas mobile friendly, quoi. Ça, c'est un formulaire de 15 minutes à remplir sur ton mobile et à un moment, il y a un problème d'UX et je peux pas remplir le formulaire. Ça fait 12 minutes que je suis sur mon formulaire, j'ai répondu à toutes leurs questions et à un moment, ça marche pas, quoi. ça fait mal. Et faut juste rendez-vous compte de ça, c'est-à-dire que quelque part dans une boîte qui gagne peut-être des centaines de millions d'euros, il y a pas un seul mec qui a vérifié que leur formulaire, il était mobile friendly. Donc je peux vous le dire et je vous le redis, n'importe quel junior un peu bien câblé qui arrive et qui se rend compte de ça, un, il récupère une offre de stage ou il récupère un client ou il a une alternance ou il a un job. Voilà. Et quelqu'un qui sort d'une école, je considère pas que c'est un junior, parce que quand tu rentres dans une école, tu vas faire 5 ans à travailler sur des projets. Pour moi, tu as 5 ans d'expérience, voilà. Ça fait 5 ans que tu collabores avec des gens, ça fait 5 ans que tu travailles sur des projets, ça fait 5 ans que tu apprends à répondre à des clients. Tu as 5 ans d'expérience. Voilà, ça, c'est mon avis. Est-ce que ça on peut postuler du coup aux offres, parce qu'en disant: «Ouais, j'ai 5 ans d'expérience», parce que les RH, voilà, ils ont Ouais. une vision un peu différente, de la chose, Mais ils ont une vision différente, mais si tu es bon en entretien et que tu leur expliques: «Bah, moi, en fait, l'année dernière, j'ai géré 7 projets. L'année d'avant, j'en ai géré 4. L'année d'avant, j'en ai géré, 6. À chaque fois, j'étais avec une équipe différente. Voilà les résultats que j'ai obtenus. Voilà ce que j'ai fait chez le client. Voilà les technologies que j'ai employées». À quel moment on va juger, uniquement sur, le fait que tu sois, tu vois, senior, pas senior, que tu aies eu des expériences en entreprise?
Pour moi, l'école doit former de la même manière que dans une entreprise et c'est ce que j'essaie de faire à Ethics, c'est voilà, je dis: «Ici, vous n'êtes pas dans une école, vous êtes dans une entreprise et vous allez apprendre à collaborer sur des projets pour les mettre sur votre CV et pour que quand vous sortiez en entreprise, vous soyez capable de dire: "Ah oui, ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, je vais être capable de le refaire chez vous"». Tu es capable de faire un formulaire qui bug pas sur mobile, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pourquoi eux, ils y arrivent pas? Et pourtant, c'est un institut, qui Dieu sait et ça, tous les jours, j'en vois. Tous les jours, je vois des problèmes d'UX sur des interfaces. Tous les jours, je vois des problèmes de dev, de problèmes de synchronisation, des outils avec des formulaires qui marchent pas, des trucs qui sont pas mobile friendly. Donc si les seniors, ils étaient si bons que ça, les seniors, parce que on apprend, tu vois, les gens qui ont 15 ans d'expérience, pourquoi il y a encore tous ces bugs? Pourquoi il y a encore plein d'entreprises qui font du Java? Pourquoi il y a encore plein, de dettes techniques? Bah, c'est parce qu'il y a pas suffisamment de gens et ça, c'est la réalité quand même, c'est il y a pas suffisamment de gens qui maîtrisent les technos, qui sont capables d'être agiles, qui sont capables de dire: «OK, ben, là, j'ai besoin de telle technologie pour connecter avec tel problème, pour tel client, j'y vais et je vais être suffisamment curieux et suffisamment intelligent», j'aime pas ce terme, mais suffisamment, adaptable Mmh. pour aller apprendre une nouvelle technologie sur le tas et répondre aux besoins de l'entreprise. Donc voilà, moi je persiste et je finis cette longue explication par un exemple, mais peut-être que je vous l'ai déjà fait plein de fois, mais heu, appelons-la Corinne, j'ai rien contre les Corinne, mais Corinne, 55 ans, qui travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, elle sait utiliser Excel, elle maîtrise la comptabilité, c'est génial. La comptabilité, c'est une science exacte, hein. Donc tu fais manger, la compta pour les nuls à un LLM, tu lui poses des questions, tu comprends la comptabilité. Je veux pas réduire la comptabilité, mais ça reste une science Oui, c'est exacte, des calculs, comme voilà. c'est très mathématique, c'est mathématique, comme, Il y a des dépenses, il y a des entrées, il y a un bilan, il y a un compte de résultat, ça doit être équilibré et cetera. Demain, tu travailles dans une PME qui s'est pas équipée avec un CRM, qui sait pas comment faire des notes de frais, qui sait pas comment, sortir des factures, qui sait pas comment, se faire de l'OCR, par exemple, pour scanner des tickets de caisse. ouais. Ben, en fait, tu arrives, tu es développeur, tu dis: «Ben, moi, les gars, je peux vous mettre en place tout ce système-là» et puis, la personne qui rentrait les notes de frais à la main, la personne qui faisait des comptes de résultats dans Excel, la personne qui rentrait des factures à la mano pour les vérifier et cetera. Les 3 là, je les remplace, moi, tout seul. C'est un peu présomptueux dit comme ça, Heu, mais je pense vraiment que c'est ça la réalité. Alors, est-ce que l'objectif, c'est de faire perdre son job à Corinne? Non. Mais juste, je veux vous faire comprendre un truc, c'est une c'est que réalité aujourd'hui, il faut être agressif aussi, hein. ouais et si Corinne, elle sait pas ce que c'est que GitHub et une API, bah, franchement, dans 10 ans, ça va être compliqué pour elle. Parce qu'elle, elle utilisera pas Claude Code, elle utilisera pas, GitHub, elle utilisera pas Lovable, elle utilisera pas, tout, voilà, Airtable, Notion, Make, tous ces outils qui font partie de la stack obligatoire aujourd'hui d'une entreprise, en fait. Voilà. Un Salesforce, un CRM, un outil d'automation, tout ça, ça fait N8N, partie aujourd'hui, ouais, une huitaine, une huitaine, incroyable outil clairement. d'automatisation. Donc ça, c'est ce que vous allez apporter sur le marché du travail. Et je maintiens et je le redis, quelqu'un qui travaille depuis 10 ans, il a pas 800 heures ou 1000 heures par an d'apprentissage en autonomie. Quand il rentre le soir et qu'il a 35 ans, fatigué, il a des enfants, essaie de faire un peu de sport, parle avec sa femme ou avec son mari, il fait pas 800 heures de découverte de nouveaux outils. De temps en temps, il fait un peu de veille, de temps en temps, il fait un petit peu de formation dans son entreprise. Et la moyenne du temps de formation par an, dans une entreprise, je crois que c'est 18 heures. C'est rien du tout. Ouais. C'est que dalle. Voilà. Ça veut dire que, en moyenne, un salarié, il se forme 18 heures dans une année. Vous, à l'école, c'est 800 et 800, c'est le nombre d'heures en classe, quoi, hein, entre 600 et 800. Sans compter les tutos, et cetera, Ouais. les veilles, et tout, donc Donc, soyons positifs sur ça et j'aurais même tendance à et je vais pousser un peu le vice, mais j'aurais même tendance à dire que l'arrivée de l'IA va vous offrir une opportunité encore plus importante. C'est vous, vous allez maîtriser un truc que la majorité des gens ont peur d'utiliser, qui menace en fait leurs emplois et ils ont peur. Il y a plein de gens en entreprise aujourd'hui qui l'utilisent pas. Sur des trucs débiles, des comptes rendus de réunion, quoi. Dire, vous ouvrez l'IA, elle va vous faire votre compte rendu de réunion. Tu vois? «Ah non, je veux pas, ça consomme de l'énergie». Oui, ça consomme de l'énergie, on est d'accord, mais en fait, réfléchis 5 minutes. Si tu passes 4 heures à rédiger un compte rendu de réunion, alors que ton collègue, lui, il l'a fait dans Notion ou dans ChatGPT, voilà, il y a un sujet de protection des données, mais vous, vous maîtrisez tout ça, donc il faut arriver avec des certitudes dans les entreprises, du fait que vous avez des techniques, de la rigueur, de la curiosité pour apporter des nouvelles solutions, des nouveaux outils
et voilà, et vous allez, oui, probablement prendre des jobs à des gens qui se sont pas mis à jour, qui se sont pas formés. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais il manque encore des gens dans les entreprises. Il y a encore 80 000 offres d'emploi qui sont pas pourvues. C'est qu'il y a des besoins. OK. Ça, c'est vraiment très, très, très pertinent comme façon de voir les choses. Je voulais qu'on parle un peu d'entrepreneuriat, vite fait. J'espère qu'on aura le temps dans un prochain épisode de plus approfondir, du coup, parler plus de l'entrepreneuriat parce que c'est l'une, de vos qualités aussi. Mais, aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez, du coup, l'environnement entrepreneurial en France? Est-ce que c'est favorable, c'est plus favorable qu'avant? Est-ce que c'est moins? Qu'est-ce qui a changé globalement? Pour moi, c'est très favorable aujourd'hui. Il y a, une foultitude d'aides et de gens qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. On travaille avec la chambre de commerce et d'industrie du 93. Ils ont, des programmes Boost, ils ont des programmes, Start. Tu veux lancer ta boîte, tu es accompagné de A à Z. Nous, à Ethic, en deuxième année de master, on insiste particulièrement sur l'aspect entrepreneurial. Il y a encore plein de choses à développer, mais globalement, l'idée et l'enjeu, c'est montrer aux jeunes qu'ils peuvent entreprendre. C'est pas forcément pour qu'ils créent des entreprises, c'est pour aussi qu'ils comprennent leur place dans l'entreprise demain. C'est si je suis capable d'entreprendre et de comprendre qu'il y a des problèmes et de régler des problèmes, je comprends pourquoi un entrepreneur, il m'embauche. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, mais que quand on a compris pourquoi un entrepreneur ou une entreprise nous embauche, on peut enfin négocier son salaire. Parce qu'en fait, on comprend la valeur qu'on crée. Quand on comprend la valeur qu'on crée, bah, on sait se faire payer à sa juste valeur. Donc je pense que l'écosystème de création d'entreprise en France, il est plutôt bon. Hem, j'ai l'impression que c'est un mindset qui s'est largement développé. C'est-à-dire que c'est plus trop un tabou d'être entrepreneur, moins qu'avant. Il y a plein d'émissions maintenant à la télé, tu peux, Ouais. aller à «Qui veut être mon associé?». Tu vois, c'est vraiment un mindset, que par exemple les Américains avaient beaucoup et que les Français n'avaient pas forcément. C'était un peu tu sais, le truc de l'entrepreneur, c'était un peu: «Ah, le gars forcément il est riche parce qu'il est entrepreneur». Mais non, en fait, on a découvert qu'il y avait une facette aussi des entrepreneurs qui galèrent, que les entrepreneurs, c'est pas juste des gens à succès. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plus ouverts avec les réseaux sociaux. Ils sont plus enclins à montrer, voilà, l'envers du décor, comment les choses se passent, avec aussi, bah, plus de gens qui y vont. Du coup, on arrive à comprendre que oui, c'est pas vraiment, le monde des bisounours ou la lutte des requins aussi, comme d'autres personnes peuvent percevoir aussi l'écosystème. Ouais, et franchement, je trouve que c'est très positif déjà pour le mindset, quoi, de se dire: «On est jeune dans un pays où on a plein de sécurité, on a quand même des financements, il y a, des capitaux, il y a du venture capital». Heu, alors c'est de plus en plus bouché. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un peu bouché dans le sens où il y a plein de gens qui veulent créer des boîtes, mais en même temps, dans la tech, c'est ce que je dis toujours, alors regardez, 9 des 10 plus grandes capitalisations boursières dans le monde, c'est de la tech. Plus 400 milliardaires l'année dernière, 400 nouveaux milliardaires l'année dernière. Je crois que Ouais. 80 c'est des gens dans la tech. Donc ça veut dire que ça crée des opportunités et en France, on n'est pas en reste, honnêtement. Certes, on est un petit peu le petit poucet, dans la guerre à, Chine-États-Unis sur l'IA, mais on n'a rien à leur envier, honnêtement. On a des chercheurs qui font des choses incroyables. On a des startups comme Mistral, Hugging Face et cetera qui font des choses, voilà, qui Ouais, sont surtout que je pense que la France est troisième derrière San Francisco et New York comme le plus, grand fleuron, de start-up au monde. ouais. Donc moi personnellement, je trouve que ce retard, il est pas très explicable. Bon après, il y a l'écosystème politique, il y a les normes, les règles et cetera qui voilà, bon. La France, c'est 60 millions d'habitants, hein, c'est pas les États-Unis, c'est 370 et la Chine, c'est 1,4 milliard. Donc on est des petits poucets évidemment, mais on a franchement sur plein de trucs pas rien à envier et encore une fois, il y a des capitaux, il y a des aides, il y a des structures. Voilà, je pense qu'il y a des incubateurs, on a le plus grand incubateur du monde à Station F, en taille et voilà, en nombre de startups, je crois. Donc on a un écosystème qui est extrêmement propice et je pense que d'ailleurs, c'est un signal qui doit être hyper intéressant pour les jeunes, c'est que je trouve que plus il y a de startups qui se créent et plus il y a de besoins technologiques. Encore une fois, toutes les startups qui se créent demain, elles ont des problématiques de gestion de la facturation, de réseaux sociaux. Il y a pas une startup qui a pas un site web, une stratégie TikTok, une stratégie CRM, une stratégie d'acquisition de prospects, au travers des plateformes Google, Facebook,
un Meta pardon, Google et cetera. Donc vous, c'est aussi votre job. Un développeur, il est aussi là pour connecter les bonnes API, mettre en place des stratégies marketing, faire de l'automation. On peut créer, de la vidéo en IA, on peut créer, des supports de com en IA, enfin, voilà, avec du prompt, avec du code, avec des automations. Donc ça, c'est aussi positif dans le sens où ça va permettre à plein de jeunes de rejoindre des startups et je croise les doigts pour eux, d'être associés dans le capital de la startup et de devenir riches, comme tous les entrepreneurs à succès. C'est vraiment, ce que je leur souhaite, quoi. OK, et pour toi, c'est quoi les 3 qualités principales que doit avoir un entrepreneur? Je pense qu'il y a toujours la même chose que, les bonnes qualités d'un étudiant, la curiosité. Rester curieux, je pense que c'est super important dans la capacité à continuer à regarder ce qui se passe autour de nous. Je disais tout à l'heure, quand moi j'entreprenais, c'était tête dans le guidon et j'ai tendance à pas regarder trop sur les côtés et à pas regarder les angles morts et en fait, garder une curiosité dans son écosystème, dans ce qui se fait, continuer à lire des livres, pas juste, scroller sur internet, mais vraiment s'intéresser. Je pense que c'est super important quand on est entrepreneur. Ça permet de ouais, de continuer à être sûr de ce qu'on va faire, quoi. Après les qualités, il y a forcément, la résilience, quoi. C'est dur, c'est pas facile d'être entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des business qui vont vite, il y a des business qui vont lentement. Voilà, faut juste je pense, faut être résilient, il faut pas avoir peur de se planter. On se plante pas vraiment, en fait, on apprend des trucs. Après, c'est facile à dire quand on a réussi, mais mais j'ai fait toutes les erreurs de l'univers, donc je pense que, ouais, la résilience, ça reste quand même un des trucs. J'ai pas le troisième. Je pense qu'il faut avoir une c'est pas vraiment qualité, mais faut avoir une vision, Ouais, savoir où on veut aller. être clair, droit dans ses bottes, vraiment, avoir une enfin, peut-être pas une roadmap assez rigide, mais au moins savoir, ce qu'on veut, quoi. Il faut se fixer un objectif. En fait, faut se fixer des objectifs. Mais comme dans la vie, j'ai envie de dire, comme quand on est, encore une fois, étudiant ou qu'on est jeune salarié, il faut se fixer un objectif. Quand on a un objectif, on a quelque chose à atteindre. Quand on est là et qu'on sait pas exactement ce qu'on veut faire, c'est très difficile. Je fais un parallèle avec la recherche d'alternance. On me dit: «Ah, j'arrive pas à trouver une alternance» et je dis: «Mais où est-ce que tu veux aller faire une alternance?» «Je sais pas». «Ouais, donc comment veux-tu la trouver?» Tu vois? C'est pas possible. C'est-à-dire, tu sais pas en combien de temps tu veux courir le marathon, tu sais même pas si tu veux courir un marathon et du coup, ben, comment on va t'accompagner, comment on va t'aider? Donc se donner des objectifs, c'est super important. Mon prochain objectif, c'est d'aller dans cette entreprise. Mon prochain objectif, c'est d'atteindre, tu vois, tel chiffre d'affaires. Mon prochain objectif, c'est de sortir cette fonctionnalité-là ou d'avoir ce partenaire. Se fixer des objectifs, c'est ça qui rend le projet vivant, à la fois en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, à la fois en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde va dans un endroit, on s'est fixé un objectif et on essaie de l'atteindre, quoi. Et c'est quoi votre vision, peut-être pour l'éducation globale, peut-être pour éthique dans, disons, 5 ans? C'est quoi? Quelle est votre vision? Où est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui va changer globalement? Qu'est-ce qui sera adapté? Bref, comment est-ce que vous prévoyez, l'évolution des choses? Bah, ce que je trouve vraiment très intéressant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est que on a un coach personnel dans la poche et ça rend, les choses difficiles pour une école, par ailleurs, parce que en réalité, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde ne peut pas arriver au même point aussi vite et ça a mis en place, ça a toujours été comme ça, hein, tout le temps, on était tous dans la même classe, on avait tous le même cours en même temps, mais il y en a qui mettent 3 jours à le comprendre et il y en a qui mettent 2 heures. C'est injuste, c'est un peu comme ça. Et c'est difficile parfois et ça fait sortir des gens du système parce que quand tu as beau, faire 20 fois le même cours de maths, mais que tu as toujours pas compris et qu'il y en a un qui a compris tout de suite, bah, c'est comme ça. La d Il y a un côté très bénéfique à l'arrivée de l'IA, c'est que quand tu es en classe et que tu as pas compris quelque chose, tu as pas besoin de déranger l'intervenant pour dire: «Monsieur, j'ai pas compris ce truc-là». Tu poses la question à l'LM et le truc te répond. Ça, c'est génial, c'est incroyable. C'est comme ça qu'il faut utiliser un LLM, pas pour faire le travail, mais pour lui poser la question. L'intervenant, il vient de dire ça, j'ai pas compris, attends, voilà le fichier, est-ce que tu peux m'expliquer? Hop, il y a une explication qui est faite et en fait, chacun peut progresser à sa vitesse et puis chacun peut aussi adapter, bah, ce qui lui manque, ce qu'il doit apprendre pour arriver au résultat et donc je pense que nous, dans les écoles, dorénavant, on va devoir être capable de de travailler avec ça. C'est-à-dire
il faut qu'on mette à contribution les LLM, les outils d'IA qui permettent aux étudiants de progresser et qu'on arrive à leur faire atteindre des objectifs intermédiaires systématiquement. C'est notre job, former à avoir des compétences. Donc en gros, je pense qu'il y a une vraie mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la visibilité sur la progression, on va dire, toutes les semaines. Moi, ce que je rêverais, c'est de savoir toutes les semaines, l'étudiant A, B, C, A, tu vois, il est là, étudiant B, il est là, étudiant C, il est là. Donc c'est une approche très structurée, très donnée, qui vient un peu de mon passif de Oui, quelqu'un dans la data, mais voilà, je vois la connaissance et l'éducation comme aussi de la data et je pense que si on était capable de monitorer en temps réel ce que tu sais pas et où est-ce que tu en es, on serait capable de t'accompagner beaucoup plus vite. Je pense que l'IA est capable de faire ça aujourd'hui et de nous aider à le faire. Voilà, c'est en fait le contrôle continu, ce que j'aime bien dans le contrôle continu, c'est pas de dire, tous les vendredis, il y a une interro surprise, quoi. Il y a pas de on fait pas ça. Mais c'est, tu as fini un projet, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as pas compris? Et dans une classe, bah, peut-être qu'il y a 50 des gens qui ont pas compris, 50 qui ont compris et dans l'étape d'après, bah, OK, on va s'adapter à ça. Et c'est vraiment super important qu'on arrive à personnaliser les parcours, personnaliser l'apprentissage et je crois que dans les 5 prochaines années, l'IA va être un outil incroyable pour faire ça, avec voilà, des solutions en ligne, de l'auto-formation, en plus de tout ce qu'on peut faire en physique et en présentiel qui est très, très important selon moi. Et ça, c'est un point sur lequel, je suis, pareil un peu radical, mais on travaille tous pour être entre humains et pour apprendre à se côtoyer, quoi. Donc faire du full distanciel, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Les interactions sociales, elles sont super importantes, donc la formation avec au cœur des interactions sociales, ça, c'est très, très important. d'accord. Merci pour cette explication, et aussi ces conseils parce que ça permet de, lever un peu certains parce que, je me rappelle cette émission, j'ai tenu à le faire surtout pour les étudiants, pour les gens qui aimeraient vraiment se lancer dans le domaine de la tech. Moi, j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs qui aimeraient et il y a beaucoup de doutes qui subsistent quant à, voilà, comment ça va devenir plus tard. Est-ce que ça en vaut la peine, l'écosystème et tout? Et du coup, qu'est-ce que vous direz à un jeune aujourd'hui qui voudrait entamer des études d'informatique? Vous avez dit c'est long, c'est 5 ans, c'est tout un cycle. Et du coup, qu'est-ce que vous lui direz? Est-ce que s'il a des doutes ou s'il a peur? Bah, je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a pas une entreprise qui est pas technologique. Il y en a pas une seule. Les agriculteurs utilisent des GPS, ils utilisent, des formules mathématiques pour calculer, est-ce qu'ils vont mettre ou pas des pesticides, quand est-ce qu'ils vont arroser, ils utilisent la météo avec des GPS, enfin, donc ils sont technologiques. Il y a des drones maintenant, qui vont arroser, qui vont, épandre, qui vont faire tout ce que vous voulez. C'est technologique, voilà. Donc demain, un agriculteur, en fait, bah, il va devoir maîtriser la techno. La santé, la personne qui a gagné le dernier hackathon chez Mistral, c'est un médecin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir des progrès colossaux dans la santé grâce à la technologie, grâce au voilà, donc j'ai pas parlé de tech là, j'ai parlé de secteurs d'activité qu'on a. Il y a pas une entreprise comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a pas un site web, qui a pas un compte sur les réseaux sociaux, qui doit pas publier des contenus, qui doit pas faire du montage vidéo, qui doit pas apprendre à utiliser Google pour faire de la publicité et cetera. Donc en fait, les compétences technologiques, c'est, aujourd'hui, c'est pas, bien ou c'est pas à peu près bien, c'est obligatoire. Voilà et on le voit, les écoles historiques qui formaient au management, qui formaient au business, qui formaient, au commerce et ben, en fait, maintenant, elles mettent quoi dans leurs cours? De la data, de l'intelligence artificielle, du GitHub, du développement. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'est la compétence de base qui est obligatoire et comme je l'ai dit, à Ethic, en fait, quel que soit le parcours, qu'on fasse du product, qu'on fasse du marketing, qu'on fasse du développement, qu'on fasse du design, on apprend à être des concepteurs, à répondre à des besoins donc en fait, la tech, c'est un des endroits où on va pouvoir s'épanouir le plus et limite, c'est le socle de base qu'on devrait avoir. On devrait tous être capables d'être technophiles et ensuite, vous voulez faire des études de médecine, bah, à la limite, faites 3 ans, un bachelor de 3 ans dans la tech et puis ensuite lancez-vous dans des études de médecine parce que quand vous allez arriver, et que vous serez, spécialiste dans une certaine, dans un certain secteur, bah, être capable d'utiliser la data, de mettre en place une base de données, être capable d'aller regarder, lire des études scientifiques et cetera, de combiner les données, de les croiser, bah, ça peut permettre de faire mieux son boulot. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui la tech limite ça devrait être le parcours de base. D'ailleurs au lycée, au collège, dorénavant c'est intégré dans tous les parcours.
Pourquoi? Parce que, l'Institut Montaigne, il y a 4 ans, il disait, il va manquer, 1,5 million de postes, dans la tech en France, dont la moitié en Île-de-France et donc il y a un enjeu de multiplier les formations à tous les niveaux. Donc dès le collège maintenant, dès le collège, il y a des spécialisations. Dès le lycée, ils font du Python, font des bases de données et cetera parce qu'on a bien compris que ça faisait partie des compétences de base dans les entreprises. Comme je l'ai dit avant, c'était: «Est-ce que vous savez utiliser Excel et la suite, Office?» Dorénavant, maintenant, c'est: «Est-ce que vous savez faire des automations et utiliser des LLM?» Donc voilà, la tech, c'est encore une fois, c'est pas juste une ligne de métier, c'est aussi des compétences et je pense que dans tous les secteurs d'activité demain et en fait, la tech, elle sera utile et sera utilisable et on le voit bien, on a plein de profils qui se réorientent dans la tech. On a plein de Ouais. profils comme ça éthiques, des gens qui viennent, qui ont 30 ans, 28, 27, 39 des fois, qui disent: «Ah j'ai fait, 10 ans dans l'immobilier, je vais faire de la tech» et puis quand ils partent, ils disent: «Maintenant je vais faire de la tech dans l'immobilier». Bah ouais, logique, évident, ouais, c'est juste évident parce que maintenant que tu as compris que tu pouvais faire des trucs incroyables, les automatiser, générer du business, faire du digital marketing, bah, tu vas retourner dans le secteur d'activité que tu as quitté, mais avec une compétence technologique. Donc voilà, je pense que c'est le socle commun à tous les business de demain, heu et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de rentrer dans ce genre d'orientation. C'est que forcément tout ce que vous allez apprendre dans une école, aujourd'hui, va servir. OK. En tout cas, on va sortir sur ça, sur ces belles paroles. Merci Alexandre de vous être prêté au jeu, d'être venu avec nous aujourd'hui dans The Open Source Show. C'est le but, c'est de partager, de l'expérience, partager des conseils et voilà pour tous ceux, hein, qui même jeunes étudiants qui aimeraient, voilà, qui se posent la question ou encore des gens qui sont en période de, voilà, de reconversion. La tech recrute. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Si nos vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos différentes pages. C'est The Open Source Show avec Monsieur Tony et à bientôt pour un nouvel épisode.